Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast direction l'Ouest. Aujourd'hui, on va discuter ensemble avec Tom de deux équipes de l'Ouest, donc des Blazers et des Kings. Et on va se demander si le bilan de ces équipes ne ment pas un peu sur leur niveau réel. Tom, comment ça va ? On a eu chacun des problèmes. Certains étaient niveau plomberie, d'autres niveau mécanique. On arrive quand même à enregistrer. Comment ça va, Tom ? Écoute, ça va rester, je pense, dans l'un des podcasts où, avec le niveau de préparation et le niveau d'embûche pour enregistrer sont au maximum, au niveau de Damian Lillard sur le début de saison. Tiens. Exactement. On ne veut pas, chers fans des Kings et des Blazers, qu'on parle de vos équipes, visiblement, parce que tout est contre nous. Alors là, ce qui nous manque, ce serait le problème technique, qui serait un petit peu la cerise sur le gâteau. On croise les doigts. Ça ne devrait pas arriver. Pour l'instant, tout a l'air bon. Donc, j'espère que ça va pas arriver au montage. En tout cas, oui, c'était une préparation semée d'embûches. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes Apple Podcast, Spotify et votre plateforme préférée pour écouter votre podcast, aussi sur YouTube, où on essaye toujours, vous l'avez remarqué ces dernières semaines, de mettre le podcast un peu en avance. C'est une sorte d'excuse pour toutes ces semaines où ça a été parfois compliqué sur YouTube. Je suis en train de me dire que la cerise, Tom, ça serait les problèmes vidéo qui arrivent souvent en ce moment. Ça serait sûrement ça. Puis n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Twitter. On va marquer une petite pause et puis on va partir du côté de Sacramento pour commencer. Alors, Kings Blazers, c'était le premier match de la saison en fait, Tom. Et ce match avait commencé par quoi ? Un 3 points de De'Aaron Fox. De'Aaron Fox cette saison, là on est sur all-time niveau intro. De'Aaron Fox cette saison, eh bien il est très très fort niveau All-Star au minimum, si on regarde par rapport à ce qu'il a fait. Tom, on voulait démarrer le podcast et cette partie Kings par ce point sur De'Aaron Fox. Alors, qu'est-ce qui fait tout simplement qui nous impressionne sur ce début de saison ? Moi, je trouve que ce qui a changé chez lui par rapport notamment au début de la saison dernière et toute la partie où il était associé à Tyrese Haliburton, je pense qu'il y a une notion en fait de confiance et de body control en fait chez De'Aaron Fox qui là en fait t'as l'impression qu'il a passé un cap de ce côté-là. On le voit très on va dire très confiant en moment de rentrer dans ses shoots. C'est lui qui dicte vraiment le tempo du jeu. Il est pas forcé à faire des choix. Et même sur tu vois sur le pick and roll et même sur le jeu de main à main avec Sabonis, moi je trouve qu'il est très intéressant en fait dans vraiment dans le changement de vitesse à partir du moment où il passe la ligne à 3 points, où il arrive à zigzaguer, à aller essentiellement dans ses spots préférentiels. S'il veut pas forcément attaquer le cercle, il va rentrer dans l'axe, faire une espèce tourner un petit peu, rentrer un petit peu dans l'axe de la raquette, prendre un petit fadeaway en face du cercle. Mais en fait, c'est quelqu'un qui il ne se rush pas. Et pour quelqu'un qui joue très vite et qui avait le défaut de parfois peut-être jouer trop vite, bah, c'est quelque chose qui que tu ne vois plus cette saison avec lui en tout cas. Ouais, je te rejoins. Ça saute aux yeux quand on voit les Kings cette année, ce petit fadeaway là, dans la zone intermédiaire. Et en regardant les Kings, je me suis dit, mais il le rentre tout le temps. Et j'ai regardé les stats. J'ai regardé les stats. Cette année, il a 62% sur les proches mi-distance, comme l'explique Cleaning de Glace. 100e pourcentile, il les met donc tous, en fait. Visiblement, il est très impressionnant. Et je te rejoins là-dessus, dans sa manière de manipuler les défenses, parce que les défenses ont encore tendance à parfois passer en dessous. Et on va en parler notamment sur le 3 points. Là où je le trouve très intéressant dans la maîtrise, c'est qu'il va prendre les 3 points que lui donne la défense. Par exemple, si je reprends cette action qui m'a servi d'intro, cette action face aux Blazers, ça passe en dessous. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est un peu ouvert, il prend 3 points. Et bien évidemment, il y a beaucoup de choses. On parle beaucoup cette année par rapport à De'Aaron Fox de ses pourcentages à 3 points qui ont augmenté. Mais c'est surtout parce que la part de ses catch and shoot par rapport à ses pull-ups, en fait, c'est inversé. Et ça, c'est très intéressant. Si on regarde sur les deux saisons précédentes, c'était un joueur qui prenait 378 pull-up et 177 catch and shoot. Donc, on voit qu'on est du simple au double, en fait. Cette année, on est sur du 28-23. En fait, il a équilibré ça et je trouve que ça rentre là-dedans, Tom. Il est en pleine confiance et cette maîtrise de toutes les zones du terrain et cette capacité à jouer dans le rythme de l'équipe,
ça fait qu'il a un niveau All-Star actuellement. Quasiment, et enfin carrément même. Et puis juste pour peut-être un petit peu aller un peu plus loin en fait par rapport à ce que tu as dit sur la différence en fait entre son évolution sur les catch and shoot et sur les shoots pull-up. Il y a aussi la notion pardon de lâcher la balle sans avoir peur que la balle ne lui revienne pas. Parfois, il va lâcher la balle pendant le système et la balle va lui revenir et il pourra après prendre un catch and shoot. D'ailleurs, c'est aussi intéressant en fait de voir que les associations avec lesquelles il est mis, enfin même si on prend même Sabonis qui enfin sur tout ce qui est dribble and off et même jeu intérieur apporte un peu de variance, enfin un peu de variation en fait au jeu de cette équipe là, mais ça permet en fait à De'Aaron Fox de ne pas avoir à créer tout le jeu parce qu'il a des ball handlers à côté de lui qui sont aussi capables de porter la balle et de créer. Et qui sont aussi capables de le trouver près du cercle, là aussi où il est super, enfin, efficacité débordante. Non, c'est vraiment incroyable. Seule petite question qui se pose, Tom, je pense, par rapport à De'Aaron Fox, c'est, il perd beaucoup de ballons. C'est une de ses pires saisons au niveau des pertes de balles. Et ça rejoint globalement. Alors, en tant qu'équipe, ils ont pas, les Kings sont pas au niveau du turnover, pourcentage de balles perdues sont pas très très haut, mais je trouve qu'ils perdent des balles sur des mauvaises passes. En fait, ils perdent des balles bêtement, je trouve. Bête, ouais. Ils perdent vraiment des balles bêtes et la chose on en a parlé en off, on a déjà vu un peu De'Aaron Fox comme ça très très fort, pas aussi fort peut-être, mais on l'a déjà vu très très fort sur des séquences et moi j'aimerais bien le voir être comme ça au moins pendant 2-3 mois. Enfin, très fort. Il avait déjà fait une bonne fin de saison avec Sabonis après le trade, mais j'aimerais bien le voir fort comme ça en décembre, jusqu'à la fin décembre, pour me dire, OK, je peux lui donner ce statut-là de All-Star. Oui, c'est vrai qu'on même par rapport à la saison dernière, mais aussi la fin de saison qu'il avait fait avec Jorger. Avec des Jorger où il avait changé de stratosphère un peu, mais c'est parce que l'équipe jouait beaucoup plus vite. Là, c'est vraiment sur quelque chose de plus posé, et là, tu le sens vraiment beaucoup plus en contrôle. Il arrive à disséquer la défense, manipuler la défense. Donc, faut voir s'il arrive à tenir. Je pense pas qu'il tiendra ce rythme-là à une telle efficacité, notamment sur les distances courtes jusqu'à la fin de la saison. Mais si on peut le voir, enfin aussi fort, peut-être jusqu'au All-Star Game. Ça peut déjà permettre aux Kings de pas être trop décrochés, notamment pour leur objectif principal qui serait de se qualifier pour les playoffs cette saison. 97e percentile à l'efficient field goal percentage. Je sais pas si ça va tenir, Tom, parce que si ça tient, c'est très très fort. T'en as parlé, t'as glissé son nom, Tom, Sabonis. On avait eu la fin de la saison dernière, mais là c'est la première vraie saison où il y a eu le training camp, etc. T'en penses quoi de cette association? Moi, je maintiens, je pense pas que ça soit la manière de maximiser peut-être dans l'idéal Fox, mais entre les hand-off, entre la manière de poser les écrans de Sabonis et l'alternative qu'il offre parfois, bah, ça marche mieux que je le pensais. C'est vrai que, enfin, de point de vue théorique, tu vas te dire que d'avoir un gars rapide et qui drive autant, tu veux plutôt l'associer avec un pick and pop big. Ce qui n'est pas du tout Sabonis qui tourne, quoi. Il doit tourner à 8% à 3 points ou quelque chose comme ça. Il est pas du tout en réussite, et même en termes de menace, il les prend pas du tout. Même quand on lui ressort la balle, il va plutôt soit essayer de dribbler et profiter du spacing pour attaquer son intérieur un contre un et se rapprocher du cercle, ou sinon il va attendre avec tu vois la balle en haut que quelqu'un d'autre, genre Malik Monk ou Huerter, viennent faire un deuxième main à main. Tu vois, c'est vraiment pas une menace du tout à l'extérieur. Donc du coup, c'est vrai que c'est une association théorique qui fonctionne moins, mais après, moi je le trouve assez intéressant. Encore une fois, comme tu l'as dit, hein, sur la construction du jeu, la pose d'écran, notamment pour libérer les shooters quand il n'est pas forcément impliqué sur l'action. Encore une fois, sur les mains à main, je trouve que c'est une bonne valve de décompression en fait qui permet d'amener un petit peu, tu vois, profiter en fait des coupes de Fox, ou sinon des fois t'as souvent un joueur qui part de la ligne à 3 points, qui coupe dans le dos de la défense, soit Monk ou Huerter encore, hein, ces deux gars-là qui font un bon début de saison aussi, il arrive à bien les trouver, et ensuite tu te rends compte que l'association fonctionne plutôt bien, en tout cas Mike Brown essaie de faire en sorte que ça fonctionne, puisque quand tu regardes la distribution des deux, enfin, le joueur à qui Sabonis fait le plus de passes, c'est Fox, et le joueur à qui Fox fait le plus de passes, c'est Sabonis. Donc du coup, on essaie de voir. Et d'ailleurs, il y a
un bon article de Rémi qui de la communauté Kings française en fait qui explique un peu en fait l'évolution de Sabonis puisqu'il était utilisé d'une certaine façon en début de saison et depuis 4-5 matchs il est utilisé un petit peu plus différemment, il est remis un petit peu au centre de l'attaque et ça coïncide avec de meilleures performances pour lui et aussi de meilleures performances pour les Kings qui enchaînent les victoires. Par rapport à Sabonis aussi, tu l'as dit, il y a cette relation avec Fox et aussi cette valve de décompression dans le scoring. Je pense au match contre les Lakers où on en parlait en off, ils mettent rien dedans, absolument rien. Et Sabonis doit finir. Alors j'ai pas noté le chiffre, mais il doit finir avec 10 ou 12 points dans la première mi-temps. Et très souvent, on va des paniers à l'intérieur, etc. Alors comme tu l'as dit, à 3 points, c'est pas sa zone. J'aimerais parfois le voir prendre un petit peu plus de mi-distance. Parfois, il va les refuser un peu. Bon, là aussi, c'est pas vraiment son jeu, mais je trouve que l'association, tu l'as dit théoriquement, et on pense beaucoup théorique dans ce podcast, ça avait pas l'air de matcher et ça a beaucoup de sens. Alors, de l'autre côté du terrain, Sabonis, ça reste compliqué sur la défense, protection de cercle. On va y revenir, cette défense des Kings, elle leur pose un plafond qui risque d'être assez bas, mais offensivement, l'association a du sens et on peut continuer là-dessus, Tom. Elle a aussi du sens parce que autour, ça joue plutôt bien. Et si on parle du trio d'arrière, comment ne pas commencer par Kevin Huerter qui met tout, en fait. Il met tout dedans. Il met tout dedans. Il met tout. Tom, c'est une addition dont on n'avait pas beaucoup parlé, mais qui fait une grosse différence pour le début de saison des Kings. Ouais, clairement. Enfin, tu sens que lui, par exemple, c'est un bon complément à De'Aaron Fox. Et puis, plus que simple complément à De'Aaron Fox, c'est un bon joueur entre deux, parce qu'il peut avoir des sets et des actions appelées pour lui avec des jeux avec De'Aaron Fox, comme il peut avoir des sets appelés avec Sabonis. C'est-à-dire que ça va être le joueur du milieu qui peut avoir des combinaisons et qui match en fait les deux joueurs les plus importants en fait de l'attaque, où il peut permettre de les compléter. C'est-à-dire que tu peux le mettre sur le terrain avec l'un sans l'autre, et tu peux le mettre sur le terrain aussi, par exemple, avec uniquement Sabonis et sans Fox avec Mitchell, par exemple. Puis là où je le trouve très intéressant, c'est qu'on le fait jouer d'une manière un peu différente qu'à Atlanta. Il a jamais touché autant de ballons sur le terrain. C'est pas très surprenant. Il sort d'un héliocentrisme. Et puis, on lui laisse la possibilité de parfois être pas seulement en fin de chaîne, mais parfois de faire des passes, faire des lectures assez simples. Il faisait quelques pick and roll du côté d'Atlanta, mais c'était assez, comment dire, basique, peut-être c'est basique, ou du moins il avait moins, enfin, ou si tu veux en fait c'était moins dans le flow de l'attaque. C'est-à-dire que voilà, c'était une broken play, ok, il se retrouve avec un joueur sur lui, il reste un peu de temps à leur jeu, il faut qu'il fasse quelque chose. Alors que là, t'as l'impression qu'il est vraiment intégré dans l'attaque. Et exactement. Et parfois aussi le pick and roll, c'était surtout que le poseur d'écran devait être celui qui allait tirer, plutôt que Kevin Huerter. Et puis moi je trouve par rapport à Huerter, un truc qu'on a toujours sous-estimé, c'est que c'est un bon arrière NBA en fait. Alors là, clairement, il est un peu en mode supernova par rapport même à sa deuxième partie de saison qu'il avait fait avec Lloyd Pierce. Quand Lloyd Pierce avait été viré après la prise de pouvoir de Macmillan, qui avait amené ce run des Hawks, il est encore plus fort qu'à ce moment-là, qui était la meilleure période de sa carrière, je pense, pour l'instant. Mais il shoot beaucoup, et moi je le trouve dans l'effort aussi. On va en parler. Les Kings qui ont des problèmes au rebond, qui ont des problèmes de taille parfois. Quand tu regardes les Kings batailler au rebond, tu vois toujours Kevin Huerter au milieu de la mêlée. Tu le vois toujours essayer. Enfin, il y a beaucoup d'efforts dans ce qu'il fait. Il ressort. Enfin, on en parle parfois ici, mais ce stéréotype du shooter blanc, je trouve, il en est très très loin. Enfin, Kevin Huerter, il reste assez long. Il peut shooter au-dessus de certains joueurs, et puis il met tout. En fait, il met tout cette année. Donc, c'est un très bon ajout pour eux. Et on va y revenir, mais ça s'inscrit dans un été. On peut passer là-dessus, Tom. Mais il y a aussi Malik Monk, par exemple, qui est arrivé. Clairement. Et c'est un été qui a été plutôt réussi. Tom, Monk devient playmaker. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, franchement, ça c'est pour moi c'est vraiment la grosse surprise. Alors peut-être que j'ai pas vu assez l'an dernier aux Lakers, c'est qu'il faisait déjà ça, mais là le niveau de playmaking quand il arrive à passer son défenseur, il est plus uniquement dans le scoring. On le voit faire par exemple des wraparound pass
Tu vois, par exemple, j'ai en tête l'action, par exemple, face à Miami, où il libère, où il passe le premier défenseur, il amène l'aide, et du coup, il arrive à faire une passe il contourne le défenseur pour faire une passe à Sabonis qui est dans le dunker spot, ou sinon une passe après un drive depuis le corner droit à 3 points, le corner gauche pardon à 3 points face aux Lakers, où en l'air il met une passe main gauche target sur, je crois, Terence Davis. Donc, enfin, c'est des passes c'est vraiment des passes très avancées. C'est pas des choses que j'avais vu Malik Monk faire avant, personnellement. Pareil. Pareil. Moi, j'ai en mémoire une contre-attaque contre les Warriors où il commence à partir et moi, traumatisme de Malik Monk à Charlotte, je me dis bon, il va tenter, il y a 2 joueurs contre lui, il va essayer de finir au cercle alors que c'est pas toujours un mec, enfin les pourcentages sont fluctuants au cercle, et il fait une espèce de passe quasi transversale sur Huerter qui fait un lay-up et je fais waouh, Malik Monk il est capable de faire ça maintenant. Et je trouve très intéressant dans ses lectures, assist percentage à 31, c'est-à-dire qu'il est plus dans la passe que dans le scoring, ce qui est différent. Et un joueur à surveiller peut-être, parce que quand tu réfléchis, il a joué du côté de Charlotte, il avait le pédigré d'un choix loterie. Charlotte, ça reste compliqué. Ensuite, il a été aux Lakers, il n'était pas ridicule. Là, on le trouve intéressant à surveiller. Peut-être qu'on n'a pas tout vu de Malik Monk, mais en tout cas, ça. Tom, est-ce que je vais loin ou est-ce que leur backcourt est légitime, et en tout cas c'est un backcourt de playoff dans leur rotation et leur titulaire? Est-ce qu'ils sont légitimes pour prétendre à ça? Je trouve qu'ils ont 5 joueurs plutôt solides en fait. Ils ont 5 joueurs plutôt solides sur le backcourt. Si tu prends Fox, Huerter, Monk, Mitchell et puis Terence Davis qui parfois de temps en temps amène un peu de minutes et beaucoup d'agressivité vers le cercle. Je trouve qu'ils ont ils ont une rotation à 5 joueurs qui est plutôt crédible. Mais après, faut que, tu vois, Huerter, il faut qu'il reste, faut qu'il reste aussi précis. Et on a vu, tu vois, par exemple, à Miami, j'ai regardé la conférence de presse par exemple, de Tyler Hero, qui disait à la fin du match, il cherchait à cibler un joueur en particulier sur la dernière action, mais le joueur n'était pas sur le terrain. Et du coup, il y avait ni Monk ni Huerter. Peut-être qu'il parlait d'un de ces deux-là, tu vois. Donc du coup, tu vois, je me dis que peut-être que pour la saison régulière, ok, on voit pas beaucoup les faiblesses, ou du moins ils sont tellement forts de l'autre côté que ça permet de nuancer leurs faiblesses. Par contre, quand ça va arriver où ce sera un jeu d'échecs, peut-être qu'ils pourront pas jouer beaucoup de minutes. Et du coup, ça va impacter toute la structure de Sacramento. Après, s'ils arrivent jusque là, leur objectif qui est la post-season, il faut y arriver déjà. Exactement. J'allais dire, Tom, sans griller la fin de cette partie sur Sacramento, je pense que tous les fans de Sacramento seraient heureux s'ils sont face à ce genre de problème. Tu vois, s'ils sont amenés à avoir Kevin Huerter qui a des difficultés dans une série de playoffs ou d'un match de play-in, ça serait plutôt pas mal pour eux. C'est vrai, tu l'as cité. Alors, Terence Davis, il amène de l'agressivité, mais parfois le shoot il est un peu en délicatesse, parfois surtout en ce moment. Et Davion Mitchell, on en parlera pour Keegan Murray. Je vois toujours l'idée, mais alors je suis plus trop la draft, donc je sais pas s'ils auraient pu faire quelque chose d'autre, mais le fit reste quand même pas idéal. Il peut pas jouer avec Fox pour moi. Exactement. Enfin, c'est un mec c'est ton meilleur backup. Quoi. Pour moi, il peut pas aller plus haut que ça dans la configuration de cette équipe. Voilà. Ah, complètement. Il peut pas, ça marche pas avec Fox. Il y a une raison pour laquelle ces minutes descendent aussi par rapport à l'année dernière aussi, parce que il y a eu les ajouts de l'été, mais il y a aussi le fit qui paraît toujours un peu compliqué, quoi. Tom. Il est petit. Malheureusement, il est trop petit parce que, tu vois, quand tu prends les joueurs des Kings globalement sur leur poste, Fox, c'est quand même un grand meneur. Huerter, c'est quand même un grand arrière. Si tu mets Barnes au poste 3, il est plutôt grand, enfin par rapport aux autres postes 3 de la ligue. Donc à part Sabonis qui est peut-être un peu petit par rapport à la moyenne en fait de la taille sur son poste, ils sont plutôt taillés. Et en fait, enlever cet équilibre là, même si tu rajoutes un peu de défense on ball, mais tu risques de perdre beaucoup à côté par rapport à ce que les autres joueurs te proposent.
Et si on parle du reste, Tom, c'est peut-être là où c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. On en avait parlé dans nos previews du poste 4 notamment, et dans ce fameux premier match de la saison, moi j'ai écrit dans mes notes Tom, dès le premier quart-temps, pourquoi Okpala a autant de ballons. Okpala, oula. Casey Okpala. Pourquoi il a, je suis fatigué, désolé. Pourquoi il a autant de ballons? C'était ce que j'avais écrit dans la première note sur le premier match, et ils ont ce problème à ce poste, l'intérieur à côté de Sabonis. Je trouve qu'ils ont vraiment ce problème-là. Keegan Murray, il y a eu quelques perfs au scoring, mais défensivement, c'est un rookie, hein, c'est très compliqué. Il est à la rue, et à la fois Davion Mitchell, peut-être dans une autre mesure, et aussi Keegan Murray, j'ai l'impression, j'arrive toujours pas à me remettre de la façon dont j'ai prononcé le pauvre nom, bref. En fait, ils ont besoin, c'est des joueurs, c'est des potentiels, ou en tout cas, plus que des potentiels, c'est des jeunes joueurs qu'il faut faire jouer, mais ils ne fitent pas ce dont ont besoin les Kings à l'heure actuelle, en fait. J'ai l'impression qu'il y a ça. Si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'autre chose que Keegan Murray au poste de Keegan Murray, mais ils doivent faire jouer Keegan Murray. Après, la chose qu'on peut se dire, c'est que le Keegan Murray d'aujourd'hui n'est peut-être pas est une version beaucoup plus tendre et beaucoup moins expérimentée que le Keegan Murray de peut-être dans 2-3 ans, là où l'équipe sera vraiment plus forte. Et en fait, c'est ce que je me dis en fait avec cette équipe-là, puisque au final, les joueurs qu'ils ont ajoutés cette saison, ben t'as l'impression que tout le monde va un peu commencer à rentrer dans son prime. Donc du coup, aujourd'hui, le groupe qu'ils forment, enfin pour moi, hein, à la fin de saison, l'équipe des Kings qui joue aujourd'hui, même si les noms sur les maillots sont les mêmes, à la fin de la saison, je pense que les joueurs seront bien meilleurs. Et en fait, ce dont tu as besoin en début de saison, ben, je pense que ce sera différent de ce dont tu auras besoin en fin de saison, parce que la majorité de tes joueurs auront progressé. Et du coup, des choses qui étaient des faiblesses aujourd'hui, ben, seront peut-être juste quelque chose quelque chose auquel tu vas penser, tu vois. Ce sera pas une force, mais ce sera plus une encre en fait qui va qui va t'emmener vers le bas. Ce sera juste une mini faiblesse, tu vois. Ce sera résorbé par la progression globale des joueurs, même si encore une fois, je pense que le potentiel défensif de cette équipe-là, c'est pas jouable. C'est pas jouable en fait parce que t'as beaucoup trop de trous, t'as beaucoup trop de défenseurs moyens et t'as un problème de taille à l'intérieur. Enfin, voilà. Enfin, Keegan Murray, Sabonis sont pas des combattants. Même si Sabonis, c'est vrai que Sabonis, on peut pas lui reprocher. Enfin, c'est quelqu'un qui se bat. Il essaie. Tu vois, c'est quelqu'un qui se bat. Il essaie, mais il est souvent, comment dire, il est malmené. Il est par la puissance et par la taille. Il est malmené. Voilà, c'est ça. Il est malmené. Il se bat, mais il est malmené, quoi. Mais il y a de ça. Pour un peu rejoindre ce que t'as dit. Alors peut-être que les joueurs seront meilleurs, mais aussi, faut se dire que peut-être que Fox sera moins bon, lui aussi. Tu vois, et oui, entre des role-players un peu meilleurs et un Fox beaucoup moins bon, à se demander ce qui sera, tu vois, ce qui sera le plus déterminant pour eux. Et aussi, à l'intérieur, t'as raison. En fait, Sabonis, c'est assez puissant, mais effectivement, il se fait, dans beaucoup des oppositions, il se fait malmener. Keegan Murray est pas très grand. Okpala est pas très grand. Et puis, Tom, ouvrons le dossier. Richaun Holmes. Aïe. Parce que Richaun Holmes, il y a 14 mois, c'était une belle histoire. C'était un joueur qui était titulaire chez les Kings, et dans cette émission, on avait dit qu'il méritait sa place de titulaire. C'était pas un grand défenseur, mais il faisait les minima. Il faisait les minima en attaque, et puis alors, saison dernière difficile, des blessures, des problèmes hors terrain. Tom, Richaun Holmes a défendu 15 tirs à moins de 6 pieds, donc 1m80 du panier cette saison. Ses adversaires en ont réussi combien sur 15? 14. 15. C'est terrible. Non, sérieux. Incroyable. Elle est terrible. Je t'ai dit, c'est vrai que Holmes, en fait, enfin, c'est pas logique qu'il sorte comme ça de la rotation, en fait.
Alors c'est vrai qu'il a eu ses problèmes de violence en fin de saison dernière, mais bon, ça semblait être réglé. Mais tu vois, cette saison, t'as Metu qui lui est préféré, t'as même Trey Lyles qui lui prend des minutes, et quand tu Mais tout regardes qui est pas bien, bon. bah, aujourd'hui, bah, il est pas, enfin, il est dans l'énergie. Il est dans l'énergie. Et tu vois, c'est problématique en fait, puisque Mm. aujourd'hui, tu vois, euh, c'est quelque chose dont je pense que Sacramento aurait besoin d'un pivot un peu l'optrette qui amène de la verticalité au jeu, puisque c'est pas du tout un point fort de Sabonis. Hein. Sabonis, il est plus dans le deuxième ballon, récupérer le rebond, enfin faire pousser un peu le mec sous l'arceau pour récupérer le ballon et le renvoyer dans le cercle. Mais c'est pas quelqu'un derrière avec qui tu vas jouer des alley-oops et des choses comme ça, quoi. Donc je trouve que et même défensivement, c'est aussi le potentiel athlétique. C'est vrai que, enfin, dans ce style-là, ils auraient peut-être Nemias Keita, mais enfin, c'est vraiment, on est vraiment très très loin là dans Dans la la rotation. rotation. Ouais. Tu vois, même, on parlait de cette menace-là, mais tout est pas très grand non plus, en fait. Il manque vraiment, C'est vrai. et je me suis vraiment fait cette réflexion-là. Il manque vraiment pour, je vais citer Monk dans les playmakers, c'est incroyable. Avec Fox, Monk, il manque vraiment de ce mec. Ok, on lui lance une petite balle en l'air et il vient, mais c'est pas un rôle difficile à NBA. Et enfin, je me faisais la réflexion du côté des Lakers. À un moment, il y avait Wayne Gabriel qui faisait ça en face. Et ils ont même pas ça en Ouais, fait. ouais, ouais, Et ouais. c'est assez dur parce que c'est un profil qui existe beaucoup à NBA maintenant et ça leur ferait énormément de bien en fait. Alors je demande pas non plus que ça soit un bon protecteur de cercle de l'autre côté, mais juste un mec dans la verticalité capable de juste poser des dunks. Et ils en ont pas tellement et c'est vrai que ça, sans compter l'aspect financier en fait de Holmes, parce que tu as 12 millions qui servent à, qui ont pas Ils sont sur d'impact le sur banc. le terrain. Ouais. Qui sont sur le banc et puis sa valeur marchande est au plus bas. Hein. Malheureusement Mhm. pour lui, sa valeur marchande est au plus bas. Donc même si tu essaies de l'échanger, ben je suis pas sûr que tu puisses obtenir quelque chose d'une valeur équivalente, quoi, puisqu'il va être Mhm. plutôt vu comme un mauvais contrat, alors que au final c'est pas un mauvais joueur, quoi. Enfin, par rapport à ce qu'il a montré avant cette saison, c'est pas un mauvais Ouais. joueur. C'est ça, si on retrouve le Richard Holmes qu'on avait vu, ça peut être un pivot backup, mais là c'est pas, ce que j'ai vu, il est Il est pas dedans. cataclysmique. Il est Ouais, vraiment il est pas pas dedans en dedans. fait. Il est perdu. Il est vraiment perdu. Tom, si on referme cette page, si on parle un peu du coup de Mike Brown, globalement dans tout ce qu'on a dit, on peut conclure que c'est une équipe qui est bien coachée. Du coup, Mike Brown fait le taf. C'est un coach de par sa dernière expérience sur un banc NBA, il y avait des questions. Ça va, ce qu'il fait pour l'instant. Ouais, c'est cohérent avec l'effectif qu'il a. Après, il essaye d'intégrer les pièces petit à petit, puisque enfin, tout ne fit pas forcément. Il y a des joueurs qui ont commencé blessés, tu vois, qui Murray, il a pas commencé tout de suite. Du coup, Mhm. t'avais pas mal de minutes de Kezzy Okpala qui a depuis disparu de la rotation. Dieu C'est merci. quelqu'un qui c'est quelqu'un qui joue, tu vois, avec une rotation à 9-10. Des fois, il y a des soirs c'est Mhm. 10 gars, des soirs c'est 9 gars, et au final, il change pas beaucoup. Tu vois, il a su arriver à faire quelque chose de très lisse, qui est devenu une plus grosse menace, je trouve, de loin. Et d'ailleurs, en conférence de presse, il disait que Trey Lyles, la façon dont il le défendait quand il était aux Warriors à l'époque, c'est qu'il demandait en fait au mec de ne pas faire de closer trop agressif, parce qu'on sait que c'est un mec qui fait des pump fakes et tout de suite il va poser la balle, donc attendez-le sur le dribble. Et là, bah du coup, Pas de Trey pump Lyles, fake. maintenant il shoot. Pas de pump fake, il shoot. Et bah du coup, il gagne des minutes. Il gagne des minutes. Et puis les Kings ont besoin en fait, puisque il peut répliquer à peu près le skill set de Keegan Murray, tu vois. Mhm. À peu près. À peu près. Donc du coup, ils essayent je pense que il essaye d'avoir une structure qui va correspondre au maximum de joueurs, même si, tu vois, par exemple, un gars comme Harrison Barnes, je trouve qu'il est un peu laissé sur le côté. Moi, en tout cas, hein, par rapport à ce que j'attendais de lui, je trouve qu'il est un peu laissé sur le côté, notamment pour apporter un peu de variation dans le jeu, notamment avec du playmaking à l'aile. Là, c'est quelque chose qu'on voit plus du tout d'Harrison Barnes, mais pourtant, c'est quelqu'un qui quand même reste apprécié du coach, puisque c'est lui qui a joué le plus de minutes pour Sacramento depuis le début de la saison. Alors Tom, on distribue les bons points, mais ces Kings,
27e défense selon Clinique de Glace, 26e dans la protection du cercle, 30e contre les 3 points. Ça reste compliqué. C'est-à-dire qu'on a distribué les bons points, mais c'est une équipe, on les avait donnés peut-être comme l'équipe en dehors du play-in. On peut les imaginer au play-in parce que certaines équipes qu'on avait annoncées au-dessus, coucou les Lakers, sont en difficulté, mais d'autres seront montées. Bonjour Utah. Mais c'est une équipe qui se battra pour le play-in, quoi. Ça a pas changé fondamentalement leur plafond. Ouais, après il peut y avoir aussi une notion de régression de l'adresse adverse. Hein. Par exemple, tu vois, c'est une équipe qui concède 40% à 3 points par les adversaires. Ça, c'est quelque chose qui peut régresser vu que la moyenne de la ligue est plus aux alentours de 35-36%. Donc limite, ça peut leur faire gagner, je sais pas moi, 2 voire allez peut-être jusqu'à peut-être 5 points en moyenne par match, tu vois, peut-être. Enfin, je fais les maths, je fais le calcul sur le pouce, hein. Mais ça peut leur faire gagner des points en moins, améliorer la défense. Et du coup, faut que l'attaque continue à être bonne, quoi. Puisque bon, ils ont une bonne attaque. Je crois qu'ils se rapprochent du top 10 offensif. Faudrait que je revérifie. Ils ont une bonne attaque, mais il faudrait qu'ils continuent. C'était ça la notion d'équation pour eux, hein. Comme l'équipe dont on va parler tout à l'heure, c'est avoir une très bonne attaque et avoir une défense pas calamiteuse. Là, ils arrivent à avoir une bonne attaque. La défense est calamiteuse, mais il y a des espoirs de progression, puisque quand tu regardes le Located EFG, donc en gros l'efficiency field goal percentage en fonction de la localisation des shoots pris par les adversaires, ils sont septième. Alors qu'ils sont la 28e défense. Pour expliquer aux auditeurs, ça veut dire qu'en gros, ces Kings concèdent des bons tirs pour leurs adversaires, mais les subissent. C'est-à-dire qu'en gros, les adversaires tirent dans des endroits où la défense des Kings a bien fait le travail, mais les adversaires ne mettent pas les tirs. Les adversaires mettent les tirs. Ce qui ils mettent les tirs à une fréquence, enfin, ils mettent les tirs à une efficacité au-dessus de la moyenne à chaque fois. Mais il y a des choses, tu vois, par exemple, au cercle, d'un point de vue personnel, ils seront jamais bons. Même s'ils concèdent, voilà. c'est ça. Donc ça, tu vois, même si le 3 points, c'est quelque chose qui peut régresser, tu vois, je trouve pas de facteur qui va faire en sorte que la défense au cercle va s'améliorer. Exactement, ils seront jamais. Et on va y revenir avec Portland. C'est compliqué d'une bonne défense quand t'es pas bon au cercle. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que ça existe pas vraiment. Si t'es pas bon au cercle, c'est un peu compliqué. Tom, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ces Kings? Moi, je dois juste avouer, avant peut-être de conclure cette séquence, j'ai pris du plaisir à les regarder. Donc, ouais, c'est nouveau. Ouais. Clairement, après, c'est une équipe qui, tu vois, ils ont commencé à 0-4. Au final, ils ont enchaîné pas mal de victoires. Et au final, les 2 défaites sur leurs 6-7 derniers matchs, là, bah, c'est limite 2 vols, le marché de Tyler Hero, et puis, t'as la triple faute à 3 points sur Kevin Huerter. Tout le monde a vu notre ami Klay Thompson. L'arbitre qui était à 20 cm de l'action. Il l'a pas vu. Mais, oui. Et puis, ils sont dans tous les matchs, Tom. Enfin, ils sont accrocheurs, donc c'est positif. Donc, globalement, c'est très positif ce qui se passe pour eux. Puis, à voir pour la suite. Je pense que ça change pas leur plafond, mais c'est positif. Et je le dis vraiment, j'ai pris du plaisir à les regarder. C'est assez nouveau, ça. On va parler maintenant, Tom, des Blazers. Et des Blazers, est-ce qu'on s'est déjà trompé, Tom? Est-ce qu'on peut déjà dire que nos previews, et alors, j'essaye de défendre mon podcast, le podcast de mon équipe, on était un peu d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire que globalement, tout le monde les mettait dans un groupe avec les Lakers, un peu au-dessus des Kings à la bataille pour le play-in, voire le bon côté du play-in. Ils sont partis sur des très bonnes bases malgré un calendrier difficile. Tom, est-ce qu'on peut déjà faire notre mea culpa? Je pense qu'on peut le faire, une partie, dans le sens où on les a mis, par rapport à ce qu'ils montrent aujourd'hui, je pense qu'on les a mis dans un tiers trop bas, ou du moins les équipes qui étaient avec eux dans le même tiers sont beaucoup plus faibles. Tu vois, par exemple, tu peux pas les mettre dans le même tiers que les Lakers. Enfin, globalement, tu peux pas les mettre dans le même tiers que les Lakers. Et c'est vrai que tu vois, Sacramento, ils sont au-dessus aussi. Tu vois, ils sont plus dans le tiers peut-être
allez, on va dire le tiers qui était défini, Memphis, Dallas, New Orleans, tu vois, par là, au début de saison, que le tiers d'en dessous. Ouais. Ils sont donc Minnesota aussi. Ah, alors eux, on va en parler un moment. On va en parler. On va en parler. On se laisse pour ces équipes-là qui ont beaucoup changé, on se laisse 6 semaines pour en parler. Donc les 6 semaines vont bientôt arriver. Faudrait qu'ils se bougent pour pas qu'on en parle. C'est vrai, et du coup, ça en fait une équipe qui peut prétendre au top 6, mais plutôt vers la fin du top 6, qui est vraiment nouveau pour nous. Tom, si on doit dérouler le fil Blazers, avant de parler de leur défense, qui est le gros point actuellement dont tout le monde parle, peut-être une petite note, une note un peu DH20 sur le retour de Damian Lillard, qui s'est rappelé au bon souvenir des Nuggets, dans un match où il a tout mis. Il s'est dit, eux, je les avais déjà vus. Non, ça fait du bien de voir Damian Lillard. Il y avait des inquiétudes, dont on avait parlé dans le DH20, qu'on pouvait lire un peu partout par rapport à son retour. Alors, il y a eu une petite blessure à nouveau, mais sur ce qu'on a vu, notamment dans ce match contre les Nuggets, que je pense que c'est la grosse perte, je crois, comme exemple, c'est du Damian Lillard, des shoots à 3 points, des gros step back, capacité à finir au cercle parfois aussi. Est-ce que tu es rassuré, Tom, par son retour? Ah, clairement, moi je suis vraiment rassuré par son retour parce que encore une fois c'était une blessure aux abdominaux, enfin vu que c'est très important notamment dans sa routine de shoot et le fait qu'il shoot aussi très loin, c'est quelque chose qui ne l'handicape pas, c'est quelque chose qui même je trouve peut-être que il a dû se renforcer de ce côté-là parce que même en défense, je trouve que tu vois, il est un petit peu plus intéressant pour alors oui, il met pas son corps n'est pas parallèle au parquet quand il va naviguer sur les écrans qui lui sont portés. Mais je trouve qu'il se bat au moins un peu plus, du moins sur les écrans. Et sinon sur le côté offensif, tu retrouves le Damian Lillard qui est rayonnant gros volume, grosse efficacité, du 3 points, de la pénétration, du drive and kick. Qui lui aussi du coup qu'il a moins peur en fait de lâcher la balle, c'est-à-dire qu'il lâche la balle et on arrive des fois à l'utiliser un petit peu plus comme une menace off ball, c'est-à-dire que notamment sur des actions, des systèmes un peu élévateurs où tu vois où il prend 2 écrans ou même des pin down où il prend 2 écrans pour remonter au niveau de l'arc à 3 points. C'est utilisé un peu comme un leurre pour un cut de Justice Winslow ou pour le cut de Jeremy Grant qui va finir fort au cercle. Donc du coup, on commence à utiliser en fait sa gravité un petit peu plus. Et là aussi, tu vois, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est ils ont rajouté des ailiers et que on avait déjà vu ce que ça faisait quand on leur rajoutait des ailiers avant. Sauf que les ailiers lui ont rajouté sont beaucoup plus dynamiques que les ailiers qu'il y avait avant. Sans offense à Al-Farouq Aminu et à Al-Farouq Aminu, tu vois, les gars comme Jeremy Grant, même Shaedon Sharpe qui a quelques minutes et Josh Hart, ils ont beaucoup plus de ballons en fait et même Justice Winslow en fait qui peuvent plus exploiter ce que va générer Damian Lillard que ne pouvaient les autres joueurs offensivement. Puis il y a aussi, c'est un début de saison, il y a quelque chose qui se dégage du côté. Je n'ai plus de voix, je m'excuse. La vibe est bonne. La vibe est très bonne du côté de Portland. Même sur le banc, tu vois. Après, tu ressens un peu que c'est un groupe qui rajeunit par rapport au groupe qu'on avait au début de saison dernière. Parce que tu vois, t'as pas mal de jeunes qui sont soit sur le banc, ou qui ne jouent pas. Mais en fait, t'as l'impression que les gars sont contents d'être là. Les gars sont contents d'être en NBA, tu vois. Puis je te rejoins sur il y a souvent ce parallèle, je l'entends partout, l'année où ils ont fait la finale de conf contre les Warriors où il y avait des ailiers, c'est pas les mêmes ailiers, je veux dire. Tu donnes pas la balle à Al-Farouq Aminu, tu donnes pas vraiment la balle à Mo Harkless. Là, tu peux la donner, on va avoir une partie sur lui, tu peux la donner à Jeremy Grant qui a prouvé des choses, Josh Hart qui est un joueur qui, en termes de rapport taille, impact en termes de grandeur, les Américains disent he plays bigger than his size. Mais lui, c'est le numéro 1 en NBA. C'est incroyable, Josh Hart. Avec Payton, ouais. Avec Payton. Ils ont les deux. donc, qui a pas encore joué Payton d'ailleurs. Mais c'est vraiment impressionnant. Et si on en parle justement, Tom, dans notre partie suivante des ajouts de l'été, et si on balance un petit peu ça sur leur défense, en abordant les deux sujets,
il y a un vrai impact des ajouts de l'été en fait. C'est-à-dire que ils ont dit bon bah on va un peu reprendre cette formule en mieux qui nous avait réussi. Jeremy Grant, je vais pas me griller mes balles sur lui, mais continue de prouver. Pour moi, c'est un joueur qui va prétendre à beaucoup d'argent cet été. Il est free agent. Josh Hart, situation un peu plus compliquée, mais lui aussi dans un futur proche, il va prétendre à beaucoup d'argent. Et c'est une équipe. Si on fait le parallèle aussi, Tom, Al-Farouq Aminu, c'était un joueur un peu, je vais dire, près du sol, si je peux dire. C'est une équipe super athlétique, ces Blazers cette année. Et moi, ça me choque parce que c'est pas quelque chose qu'on avait ces dernières années avec eux. Ben, ils étaient souvent dans les derniers au dunk, hein. Ouais, c'est vrai. Le nombre de dunks, c'est pas une équipe qui forçait beaucoup de pertes de balles, des choses comme ça. Enfin, dans les trucs athlétiques du jeu, c'est pas là où cette équipe-là ressortait. Et puis, t'as parlé du côté athlétique et notamment du bounce. Enfin, tu vois, si on reprend même le rookie chez Sharpe qui a un bounce incroyable, le mec a l'impression qu'il vole en l'air. Mais tu vois, le truc qui me marque un peu avec eux, c'est que ils jouent grand. Quand tu prends les gars qui sortent du banc, ils jouent grand en fait. En vrai, t'as juste Simmons et Lillard qui sont un peu petits. Mais sinon, ils jouent grand quand tu prends un peu la rotation qu'ils ont. T'as Justice Winslow, t'as de temps en temps le rookie Jabari Walker, je crois c'est Jabari Walker qui est plutôt grand. T'as Nasir Little qui a pas beaucoup de minutes mais qui est aussi plutôt grand. Enfin, en gros, les gars qui sortent du banc, ils sont grands. Et puis quand ils jouent, on va parler de leur défense, Tom, quand ils jouent cette fameuse zone là, ou zone 2-3, où ils mettent Grant parmi les deux du début. Les deux en haut, ouais. C'est Miami qui faisait ça, qui mettait les grands, qui mettent les grands dans les deux positions de devant. Là. Eh bien, je peux te dire qu'avec l'envergure d'un Jeremy Grant, ça coupe beaucoup de lignes de passe et c'est pour ça que c'est une équipe qui arrive à créer ça. Justement, Tom, par rapport à leur défense, on voulait en parler. Il y a commencé à avoir certains débats parce que est-ce que c'est les Knicks version 2022? On en avait beaucoup parlé de cette année-là des Knicks qui avaient c'était l'année Covid où les salles étaient vides du coup, où les Knicks avaient un profil statistique assez étrange parce qu'ils laissaient à leurs adversaires de bons tirs, mais les adversaires ne réussissaient pas. Les Blazers sur ce début de saison, Tom, s'approchent de ce profil statistique-là, ce qui fait qu'un homme comme Seth Partnow a expliqué qu'il croyait pas en cette défense aussi forte qu'actuellement, c'est-à-dire une top 5 pour l'instant. Tom, tu tranches de quel côté? Est-ce que tu penses que ils sont peut-être un petit peu en sur-régime en ce moment? Je dirais pas qu'ils sont en sur-régime. Je dirais pas qu'ils sont en sur-régime puisque au final, enfin, si les adversaires ne mettent pas les tirs en fait, ils sont pas en sur-régime. Alors peut-être que les chiffres vont se détériorer pour eux, mais je trouve que dans la façon dont ils abordent la défense, c'est plutôt cohérent avec le personnel qu'ils ont. C'est juste que les adversaires ne mettent pas dedans, en fait. Après, je trouve que c'est peu dans la saison pour déjà jouer autant de zones. Alors, j'ai pas la stat, mais je trouve que c'est une équipe qui joue beaucoup de zones. Alors oui, ils ont joué beaucoup de zones face aux Pelicans d'ailleurs. Et puis ça les a bien aidés. Tom, parlons-en de ce troisième carton des Pelicans. Attaquer une zone, les gars. Alors on sait qu'en NBA, souvent c'est pas, mais j'ai jamais vu un tel cataclysme devant une zone. Ils savaient pas quoi faire, les mecs. Après, à la décharge des Pelicans, je crois qu'ils étaient dans leur 4e match en 5 jours où ils devaient sortir de back-to-back, quelque chose comme ça. Donc du coup, t'as moins de jambes, t'as moins d'énergie pour aller faire bouger la balle, aller chercher les cuts, tout ça. Donc du coup, ils ont vraiment subi la zone. Mais je trouve que voilà, c'est une équipe qui joue quand même beaucoup de zones. Et puis la zone, c'est aussi utilisé pour cacher un petit peu tes mauvais défenseurs, quoi, pour leur assigner une zone comme ton nom l'indique. Et je trouve que avec le personnel qu'il y a, c'est bien de mixer. On a vu sur le pick and roll déjà, défensivement, ils sont un petit peu moins agressifs que l'an dernier. Là où tu vois, l'an dernier, il y avait beaucoup de limites de blitz où l'intérieur était un petit peu quasiment plus haut que le niveau de l'écran pour empêcher la pénétration. Là, c'est un petit peu plus modéré. Il y a un peu de soft edge, limite un peu de drop aussi. Il y a Lillard, comme je te dis, qui, moi, je trouve qu'il fait un meilleur effort, il met un peu plus d'intensité sur la navigation des écrans pour ne pas se faire totalement déborder. Simmons,
il essaye. On peut pas lui reprocher de pas essayer, mais il est pas bon là-dessus. Puis il est aussi petit, il a pas beaucoup de force. Il arrive pas à bien naviguer. Mais je trouve que globalement, le schéma défensif va rester. Mais je pense que la réussite des adversaires va s'améliorer. Hein. Parce que tu vois, il y a quelques temps, ils étaient top 5 défense. Là, selon Clean the Glass, ils sont déjà passés top 12. Tu vois, ils sont 12e. Donc ça descend petit à petit, tu vois, parce que la réussite des adversaires aussi s'améliore. Par rapport à la zone, il y avait une très bonne vidéo de Half Court Oops, qui est une bonne chaîne YouTube si vous êtes vraiment dans tout ce qui est système, etc., qui montrait que surtout c'était plus que jouer de la zone, c'est qu'en fait, à l'intérieur d'un même match et souvent en sortie de temps mort, il donnait la stat. Alors, ça date d'il y a 2 semaines, mais c'était l'équipe qui jouait le numéro 2 à NBA au niveau des zones jouées après temps mort. Alors déjà, j'aimerais bien lui envoyer un message où on trouve cette stat, parce que j'aimerais bien quand même... Je pense que c'est sur Synergie qui doivent trouver ça. Auquel on n'a pas accès. Donnez-nous cet accès. Merci beaucoup. Ensuite, ce que je trouve très intéressant, c'est aussi la manière dont ils vont la jouer à certains moments du match. Tu vois, je parle des Pelicans. De mémoire, ils ouvrent le match sur une zone, en fait. Ce qui est quand même, ça se voit pas en NBA. Ils ouvrent pas le match sur une zone. Ils la remettent à certains moments. Je trouve que Billups la joue assez bien. Parfois, ils font de la presse tout terrain. En fait, je vois jamais ça en NBA. Enfin, presse zone. Enfin, je trouve que la manière dont ils jouent défensivement sur de la saison régulière, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est une équipe qui, si à certains moments, elle a besoin de convoquer de la zone parce qu'il faut cacher Lillard après un road trip où tu as joué 6 matchs à l'Est, c'est pas avec, ça veut pas être une zone, tu vois, bric et broc où les mecs, ils ont jamais joué une zone de l'année, ils sortent une zone, ils savent pas, les joueurs savent pas où ils sont, ils communiquent assez bien. Je trouve que Nurkic fait le taf. Donc, effectivement, je pense que, in fine, on pense la même chose, Tom, s'ils veulent prétendre en playoff, peut-être à passer un tour, ça le fera pas avec ça. C'est pas, ils pourront plus se cacher. Mais je pense que sur de la saison régulière, ça peut être utile. Et même, tu vois, je pense que après décembre, cette zone-là, tu surprendras plus personne, en fait. Ouais, là, c'est tôt pour déjà la sortir, tu vois. C'est trop pour déjà généralement, ça sort, tu commences à avoir des choses sur des équipes qui font de la zone, généralement, tu vois, un petit peu avant le All-Star Game, machin, tout ça. Mais là, la sortir déjà comme ça, je vais pas dire que c'est un peu s'avouer vaincu, tu vois. Mais après, faut voir avec le retour de Gary Payton. Je me dis, il faut voir après avec le retour de Gary Payton, puisque là, tu vas retrouver peut-être un des meilleurs défenseurs de la ligue sur le point of attack. Donc du coup, on va voir quel impact il peut avoir. Après, il faut voir combien de temps il peut jouer, puisque là aussi, c'est un effectif qui est quand même profond. Et pour lui donner des minutes à lui, il faudra enlever des minutes à quelqu'un. Je pense qu'ils vont peut-être enlever un peu à Sharp. Peut-être c'est le rookie. Mais c'est quand même le 7e choix. D'ailleurs, je pense que c'est une équipe qui on va peut-être devoir les surveiller un peu avec la draft, puisque tu vois, c'était un peu l'homme mystère de la draft Shaedon Sharp. Et on sait que voilà, Portland a récupéré Mike Smith, qui est un peu le gourou draft. À l'époque, qui était sur draft, qui était sur Draft Express à l'époque et qui avait rejoint ESPN. Mais du moins, c'est quelqu'un qui même qui avait pas vraiment besoin de données NCAA en fait sur Sharp. Et tu vois, même leur deuxième pick là, Jabari Walker là, c'est quand même un gars intéressant. Il est longiligne, plutôt athlétique. Il a de bonnes mains défensives. Donc tu vois, c'est peut-être une équipe qui, dans le futur, pourra aller faire des choses au niveau de la draft. En tout cas, c'est une équipe qu'il faudra surveiller dans la nouvelle construction de l'effectif via la draft. Après, par rapport à si on peut clore le chapitre de leur défense, je sais pas si ça vous vaincu, mais je suis aussi content de revoir Nurkic à un bon niveau défensif, en fait, où il arrive, comment dire, contrairement, on va revenir, mais contrairement, par exemple, ce qu'on avait dit aux Kings, c'est une équipe qui a pas une protection de cercle élite, mais qui, je pense, a quand même le potentiel pour flirter aux alentours entre 10 et 15 dans un bon scénario. Je peux les imaginer là parce qu'ils vont pas se faire ouvrir sur la protection de cercle et ils ont des bons ailiers. Effectivement, sur le point d'attaque, ça fait un peu peur, surtout si Gary Payton n'a pas beaucoup de minutes. Mais oui, il y a aussi un autre point inquiétant, je relis mes notes, mais c'est aussi qu'il laisse beaucoup de points, comme on l'a dit, sur 3 points. Il concède beaucoup de tirs à 3 points et dans la peinture, donc à voir comment ça va tenir. Mais ils seront pas top 5 défense, mais je pense qu'il y a peut-être un monde où ils finissent entre 10 et 15. À voir.
Tu vois, ils sont quand même, tu vois, 28e au pourcentage de paniers, tentés au cercle des adversaires, et ils sont 28e au pourcentage de shoots pris dans les corners à 3 points. C'est les deux trucs qu'il faut éviter. Faut éviter. C'est les deux trucs qu'il faut éviter. Mais ils en concèdent vraiment beaucoup. Est-ce que c'est pas un peu... Moi, je me suis fait réflexion contre les Pels, justement, et un peu aussi... quand je les ai vus contre les TikToks, je les appelle comme ça. Les TikToks Rockets. Contre les TikToks, quand ils ont joué les TikToks aussi, ils prennent beaucoup de tirs. Je pense que c'est l'effet de leur zone sur certains manques de communication parfois. Ils se font allumer dans les coins en fait. Et c'est ce qui aurait pu permettre aux Pelicans de gagner le match, notamment contre Tom, on a beaucoup parlé de leurs ailiers. Il y a aussi des situations contractuelles qui sont un peu intéressantes avant qu'on fasse le bilan un peu sur ces histoires de défense, de victoire extérieure aussi, de clutch, etc. Il y a le cas de Jerami Grant, moi, qui m'intéresse beaucoup, Tom, parce que c'est un joueur, on parle de notre théorie du costume. Lui, il a eu 3 costumes assez différents en 4 ans, en fait, Jerami Grant. On l'a vu en role player à Denver. On l'a vu en option 1, quasiment du côté de Détroit, et là on le voit maintenant en 2-3, je pense, du côté de Portland, avec qui penche plus vers le 2 peut-être par séquence. En séquence, ouais. Et il est free agent. Est-ce que c'est pas le bon costume? Est-ce que c'est pas le bon costume pour lui, ça, du coup? Je pense que oui. Je pense Détroit, que c'était peut-être que, tu vois, Denver c'était trop petit, Détroit trop grand. Mais là, tu vois, c'est fit. C'est pour ça, Tom, où le choix de Détroit est très intelligent, parce que si on remonte, tu vois, à Denver, on n'aurait jamais cru que Jerami Grant pouvait être option 2 d'une équipe avec qui joue aussi bien en basket que comme le font les Blazers actuellement. Donc, moi, je trouve qu'avec le recul, il a fait le bon choix. Et sur ces 3 dernières saisons, Tom, Jerami Grant, c'est un ailier qui tourne à plus de 20 points et à plus de 36% au tir. À 3 points. Je vais te donner la liste des mecs qui sont dans ces mêmes pourcentages-là. Toi qui connais les contrats NBA, Tom, tu vas vite faire le rapprochement. Tatum, Durant, Middleton, Ingram, Leonard, George. Il va prendre beaucoup d'argent, Jerami Grant. Max. Alors, je sais pas si Jerami Grant va prendre le max, mais ce profil-là qui arrive sur la free agency à 27 ans, avec cette expérience dans plusieurs costumes, ça va être compliqué de le garder, Tom. Faudra payer. Faudra payer vu qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. C'est ça aussi, hein. C'est quoi l'alternative si tu le re-signes pas? Donc après peut-être qu'ils peuvent se dire que dans leur tête que Sharp pourra potentiellement reprendre ce rôle-là, mais Sharp, est-ce que t'es pas obligé d'attendre peut-être 2-3 ans, 3-4 ans, et ça matche plus avec la timeline Lillard. Après, quand tu as une équipe aussi comme Portland, tu veux pas risquer en fait de perdre l'asset, puisque potentiellement un joueur comme Jerami Grant, t'as d'autres franchises qui en auront besoin. Donc, si toi, tu décides de t'en séparer à un moment donné, tu peux récupérer des assets de la part d'une autre franchise qui a absolument besoin de ce type de joueur, plutôt que de laisser partir contre rien et juste avoir une trade exception ou un truc comme ça. Même si ça peut avoir son importance, puisque au final, ils l'ont récupéré contre une trade exception et ils ont envoyé le pic de 2025 des Bucks pour le récupérer. Donc au final, tu vois, pour un joueur de ce calibre-là, quand tu prends la liste, en fait, le comparatif des joueurs avec lesquels il est dans ton listing, au final, il s'est pas monnayé si cher que ça à l'intersaison pour un joueur de cette stature. Et après, c'est un joueur qui, d'un point de vue évolution, c'est un joueur qui évolue. Les no deep trees récupèrent la balle sans la redescendre et il fait ficelle à chaque fois dans le coin. Où on a vu ça de Jerami Grant. L'évolution en fait du package offensif de Jerami Grant depuis 2 saisons. Pour moi, c'est incroyable. Hein. Il a quasiment tout. T'as l'impression que ça a toujours été un ailier dynamique. Il a un stop and go. Il a le jeu en drive and kick. Il a comment ça s'appelle le tout dribble pull-up, ou tu vois, 2 dribbles, séparation pull-up. Il a vraiment un package. Après, ce qui va faire la différence, c'est à quel point il est en surchauffe actuellement, notamment à 3 points, et à quel point il va être capable de tout rentrer comme il arrive à le faire là, quoi.
Tu vois, Tom, je me dis à quel point il est en surchauffe à 3. Alors oui, il est pas à 46. Là, en ce moment, il est à 46. Il est pas à 46. Il a 46% à 3 points. Il veut pas. Mais si tu regardes sa dernière saison au OKC, il est à 40. Sa saison à Denver, il est à 38. Ok, il plonge un peu à Détroit, mais c'est Détroit en reconstruction et tout. C'est pas fou pour moi. C'est pour ça que je suis descendu à 36. C'est un mec qui peut tourner à 18-19 points, à 38% à 3 points, avec il défend très fort en ce moment. Il défend fort en ce moment. Il défend très fort. Moi, je me faisais la liste des équipes qui ont un peu de cap, Tom. Je prends un exemple comme ça. Alors, les équipes de les supporters de cette fanbase-là, je ne vous amène pas Jeremy Grant, mais les Pacers qui se disent bon, en fait, Haliburton est assez bon. On n'a pas d'ailier. On n'a pas d'ailier. Boum, Jeremy Grant, on lui donne un max. Et Jeremy Grant, Haliburton, alors oui, ça fait peut-être pas rêver comme ça, mais dans l'idée, je suis pas sûr que t'es pas assuré du play-in à l'Est, par exemple, en faisant ça. Avec Mathurin, disons que tu re-signes Turner si tu le transfères pas. T'as quand même un effectif plutôt solide, quoi. T'as un effectif. T'as un effectif doué, très athlétique. Oui. Ça peut se tenter. Tu vois, donc je sais pas si ça se tentera, mais ça peut se tenter. Moi, je me demande vraiment si ça va pas être un joueur où toutes les équipes vont se convaincre, Tom. Certains vont se dire, ah ouais, ça peut être notre deuxième option. Certaines vont se dire, ah, ça peut même être notre troisième option, vu qu'on l'a vu un petit peu dans tous les domaines. George Hart aussi, Tom, qu'on s'est mis dans notre liste, qui, Billups avait été vraiment dithyrambique sur lui sur la fin de saison dernière et, bah, encore une fois, c'est un joueur qui m'impressionne. Il fait confiance, ouais. Il fait confiance, très bon rebondeur. C'est un joueur qui arrive, même si c'est pas un joueur hyper efficace, qui arrive quand même à punir de temps en temps par les shoots à 3 points. Défensivement, c'est un joueur qui est plutôt intéressant, notamment sur la défense loin du ballon, tout ce qui est, tu vois, deny les gars off ball et tout ça. Et puis c'est un joueur, comme tu le disais, hein, il joue plus grand que sa taille, quoi. C'est limite un poste 4 dans le corps d'un poste 2, quoi. Ah oui, bah, notamment dans le fameux match. J'y reviens parce qu'il m'a traumatisé. Dans le match contre les Pelicans, notamment, ça se voit beaucoup. Parce que, tu vois, c'est un match où on parlait des qualités athlétiques. Les Pelicans ont l'habitude de marcher sur les autres équipes. Bah, ils n'ont pas marché sur les Blazers. Et c'est un compliment de leur dire ça. Ils n'ont pas marché sur les Blazers. Tom aussi, un autre ajout. Celui-ci, que tu connais très bien, c'est Justice Winslow. Alors, c'est pas un joueur que j'ai toujours très apprécié, moi. Mais je vois l'idée là dans ce qu'il apporte, dans les cuts, donc sa capacité à un peu parfois porter la gonfle et défensivement encore une fois, c'est le point commun entre les trois, c'est que défensivement c'est très très fort. Ben par rapport à Justice Winslow, ben comme tu le présentes, j'imagine pourquoi en fait il y a un joueur qui t'a marqué, puisqu'il fait partie de l'une des pires séries de playoffs de l'histoire de l'ère moderne, ce fameux Charlotte-Miami où il finit en pivot, Al Jefferson se blesse et tout ça. Enfin bon, c'est une série qui nous a marqué, qui a permis à Bismack Biyombo d'être millionnaire, encore plus millionnaire. Voilà, il finit dans une série comme ça, et en fait chose qui me marque avec Winslow, c'est que je trouve qu'il est utilisé un peu comme Ben Simmons était utilisé un peu à Philadelphie, c'est-à-dire que on utilise très bien sa polyvalence, c'est-à-dire que de temps en temps il va jouer au poste 5, ça va être lui le small ball big, ou quand je pense que ce sera au relais peut-être de Drew Eubanks, ou tu vois là quand Nurkic était blessé, il a occupé ce rôle-là. Sinon on va le voir soit peut-être en wing stopper, wing defender, donc qui sera chargé en fait de l'ailier adverse pour laisser un peu Jeremy Grant souffler et plus se concentrer sur la partie offensive. Mais ça, c'était aussi parce que Damian Lillard n'était pas là, donc du coup la charge offensive de Jeremy Grant à un moment était un petit peu plus élevée que celle qu'il avait habituellement. Et aussi de temps en temps offensivement, il est souvent utilisé sur des two-man action avec Damian Lillard, c'est-à-dire où il va lui poser un écran, va plonger au cercle, il va profiter de sa gravité pour être servi, lancé. Il va aussi peut-être, tu vois, après un rebond, remonter la balle. Ça c'est quelque chose que, tu vois, Lillard n'est plus obligé de remonter la balle tout le temps, vu que ils ont pas mal de joueurs qui peuvent manipuler le ballon. Ben, au moment où il récupère le rebond, ben, le joueur qui récupère le rebond peut remonter le terrain tout de suite pour lancer un système plus rapidement. Et Winslow, par exemple, quand il récupère le rebond, c'est quelqu'un qui va mettre un peu de pression sur la défense, même s'il ne va pas forcément s'empêtrer dans la raquette, mais qui va remonter la balle, peut-être attendre un main à main avec un shooter, et ensuite commencer un jeu d'écran, quoi. Donc, je trouve que Billups utilise bien sa polyvalence, mais à voir si ce sera pas lui la victime du coup du retour de Gary Payton
de Gary Payton fils du coup au niveau du temps de jeu, puisque Nassir Little a déjà un temps de jeu très bas, donc c'est peut-être son temps de jeu à lui qui va en pâtir. Tom, si on conclut cette partie Blazers et qu'on regarde un peu sur la manière, la possibilité qu'aura cette équipe de Portland de continuer à être dans les hautes sphères de l'Ouest et continuer sur cette lancée-là. On l'a dit, il y a certains éléments un peu compliqués vis-à-vis de leur défense. Il y a leur bilan à l'extérieur, ils sont à 6-2 alors qu'ils ont un début de saison extrêmement compliqué, ce qui est quand même un très bon début, et qui vont finir sur la fin de saison avec beaucoup d'équipes au tanking, etc. Tom, du coup, si on l'a dit que le plafond plancher des Kings avait pas fondamentalement bougé, après avoir parlé des Blazers, on l'a déjà fait un petit peu au début de la séquence, on les place quoi maintenant? On les place 7, entre 6 et 9? Pour moi, je pense que, pour moi, leur plafond n'a pas beaucoup bougé, c'est surtout leur plancher. Leur plancher est beaucoup plus haut, non seulement parce qu'ils ont déjà amassé pas mal de victoires, ce dont on parlait, la chance du shoot adverse, ok, c'est un fait, mais ils ont déjà récupéré les victoires, même si les adversaires shootent mal, donc même s'il y a une régression, tu peux pas enlever leur enlever ce qui a déjà été fait. Donc je trouve que au niveau du plancher, ils sont plus hauts aussi parce que autour d'eux, il y a des équipes dont on croyait le plancher plus haut, qui ont eu un plancher qui s'est abaissé, tu vois. Les Lakers, leur plancher est plus bas. Les Clippers, leur plancher est plus bas. Les Wolves, leur plancher est plus bas. Donc, au final, tu vois, par le jeu du comment ça s'appelle? Le jeu des chaises musicales. Des chaises musicales, voilà, le jeu des chaises musicales, je trouve que ils sont un petit peu, ils peuvent regarder un petit peu plus haut, ils peuvent même, je pense, se positionner pour peut-être un top 6, tu vois, 6e. Je pense qu'ils peuvent se positionner pour la 6e place, quoi. Je ne dirais pas l'avantage du terrain, mais ils peuvent se positionner pour la 6e place sans faire le play-in. Là où on pensait que, personnellement, moi je pensais que le play-in, c'est-à-dire accueillir un match au play-in soit 7-8, c'était pour moi leur plafond. Là, ils peuvent potentiellement, non seulement par rapport aux victoires qu'ils ont déjà amassées, mais par rapport au contexte de la conférence Ouest aujourd'hui, ils peuvent se dire qu'ils peuvent aller en play-off sans passer par le play-in. Et toi, t'en penses quoi, toi? Je suis assez d'accord avec toi. Je me méfierais quand même quand on regarde l'Ouest. Il y a que entre le 1er et le 12e, il y a 4 matchs en ce moment. Il y a même 4 matchs et demi avec le 13e. Ça reste très serré. Et à part les Lakers... Après 4 matchs et demi, Ben, en 12 matchs, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, mais ça peut être rattrapé. C'est beaucoup, hein. Oui, je te le tiens, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est vrai que 4 matchs, oui, c'est vrai. On n'a pas beaucoup joué. C'est vrai que j'ai pas été très bon sur ce côté-là. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais dû le dire comme ça. Les Wolves sont à 4 matchs. Les Warriors sont par exemple à 3 matchs et demi, si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, que les Warriors dans le flow de la saison le reprennent ces 3 matchs et demi, c'est pas quelque chose qui me choque. Donc, je pense qu'ils peuvent peut-être gratter cette 6e place. Ça risque d'être compliqué. Ils ont quelque chose pour eux, c'est que leur division m'impressionne vraiment pas, en fait. C'est-à-dire que Minnesota est dans les choux. OKC commence un peu à redescendre tranquillement. Utah jusqu'à quand? Enfin, c'est un peu la question que tout le monde se pose actuellement. Et Denver, moi, je suis pas... Denver, je suis... Sur ce que je vois du début de saison, j'ai quelques questions, en fait. Enfin, sérieux? Je trouve. Alors, oui, il y a le retour des joueurs. Ça doit se remettre ensemble, mais peut-être que je les voyais trop beaux, parce que pour moi, c'était une équipe que je pouvais glisser peut-être sur un malentendu dans la course au titre, donc peut-être que je les avais un peu trop dans mon esprit. Bref. Donc, je pense qu'ils ont cet avantage-là pour eux, parce qu'ils ont joué qu'un seul match avec leur division, et que leur division est pas folle. Donc, je les vois entre 6 et 9. Je serais très surpris. Pour moi, maintenant, ils ont leur place au play-in, vu ce qu'ils montrent actuellement, c'est assuré, sauf grosse blessure. Mais la question sera maintenant de savoir où ils vont se classer par rapport à tout ça. Et puis même, tu vois, le calendrier, on en a pas parlé, mais tu vois, avoir le bilan qu'ils ont là après un road trip de 6 matchs aussitôt dans la saison où ils ont pendant à un moment joué sans leur pivot titulaire et à un autre moment joué sans leur meneur titulaire, faut le faire, quoi. Faut vraiment le faire. Et ça rejoint ce qu'on avait dit par rapport à l'attitude que dégage cette équipe en ce moment.
Ouais, clairement, il y a une notion de vibes. Le road trip s'est bien passé. Je pense qu'ils ont amagasiné un capital confiance. Alors, faudra voir parce que moi, j'ai pas encore regardé le match d'hier face à Dallas. Bon, tu peux te dire bon, fin de road trip, les mecs veulent rentrer chez eux. Ça peut se comprendre. Et puis Dallas, c'est pas une équipe facile à jouer avec le numéro 67 qui pose des classiques à chaque sortie. Mais ouais, voilà, je me dis que c'est une équipe qui a rassuré, qui avait un calendrier difficile et qui a fait le job. En fait, enfin, ils ont fait le job. Ils ont vraiment fait le job de sortir avec un tel bilan après un calendrier aussi difficile. Faut le faire. Donc moi, je me dis que voilà, ils sont bien partis. Mais encore une fois, la problématique de cette équipe-là, c'est la blessure de Nurkic, les blessures des role players, quoi. Et tu vois, Lillard, il y a une petite alerte. Est-ce que ça va le laisser tranquille, tu vois, ou est-ce que toutes les 3 semaines, il y aura un petit truc, tu vois. Mais globalement, le bilan reste positif. Et je te rejoins là-dessus. C'est un bilan positif. Enfin, avec ce début de calendrier-là, si on m'avait annoncé que les Blazers commenceraient à 9-4, j'y aurais pas vraiment cru. Donc c'est positif, surtout qu'ils ont eu, tu l'as dit, enfin, il y a ce match, il y a ce fameux buzzer beater de Jeremy Grant où il fait un marathon. Le marché. Contre les Suns. Où c'est super positif pour eux, en fait, de glaner ce genre de victoire-là. Puis, pour le moral des joueurs, je pense, dans le côté atmosphère, ça apporte beaucoup. Et même la victoire à Miami, hein. Même la victoire à Miami c'était pas simple du tout. Et puis, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est pas du all Lillard, tu vois, les victoires dans le clutch. Oui, c'est pas Lillard qui en marque 53 et il y a une meilleure répartition et et ça se ressent dans les pertes de balles, parce que c'est une équipe qui perd pas mal de ballons parce qu'il y a plus de transmission. Là où avant, c'était vraiment du Lillard, McCollum, vous jouez tout. Voilà, donc il y a pas de transmission et puis si tu tentes un tir, si tu tentes un tir, bah tu t'essaies pas de faire une passe et t'as pas de chance de perdre la balle, quoi, parce que tu tentes un tir. Donc ça se ressent un peu là, donc c'est vraiment le processus, mais c'est une équipe le groupe est meilleur, visiblement. C'est assez intéressant comme point positif parce que je voyais ça, j'ai lisé ça, je sais plus où, avec les pertes de balles qui vont descendre. Moi, je me disais, bah non, en fait, parce qu'ils ont plus de mecs qui font de l'ISO, donc ça va pas descendre, en fait. La stat des pertes de balles, faut s'en méfier parce que parfois une équipe qui perd pas de ballon, c'est parce qu'elle fait pas de passe, en fait, hein. C'est mathématique. Exactement. Surtout comme la stat des équipes qui font pas de faute, bah, si t'es trop loin des mecs en défense, bah, t'as pas la chance de faire la faute sur eux, quoi. Exactement. Faudrait que je regarde les nombres de fautes des TikToks. Je pense que je sais pas s'ils en font beaucoup. Non, je suis désolé pour les fans des Rockets, mais moi je peux plus. J'ai tenu une mi-temps, Tom. Le Portland Houston, j'ai regardé une mi-temps, j'ai fait bon allez, il faut que je les regarde contre une vraie équipe parce que c'est pas possible. Mais ouais, Houston c'est difficile à regarder en fait dans le flow. Limite en fait Houston c'est une équipe pour regarder en clip. C'est-à-dire que tu prends des clips, tu veux voir tel joueur, tu regardes, mais dans le flow du jeu, c'est trop difficile, en fait. Trop difficile. Même la position défensive de Houston. Même le all possession leur sauve pas la vie, Tom. Parce que même là où tu dois avoir une mémoire courte, ça ne les sauve pas. Ok. Bah, du coup, on va finir là-dessus. Donc, plutôt positif notre bilan des Kings et des Blazers, comme quoi on peut avoir, encore une fois, bilan positif par rapport aux ambitions de ces équipes. Hein. On ne dit pas qu'ils sont meilleurs que les Bucks, mais on dit juste que par rapport aux ambitions qu'ils avaient affichées, bah c'est assez positif ce qui se passe. Je m'en remets toujours pas d'avoir sabré le nom de ce pauvre Casey Okpala. Je m'en remets pas. C'est vraiment la fatigue. Quelle idée d'enregistrer à 1h30 aussi. Bref. Du coup, on vous remercie de nous avoir écoutés, Tom et moi-même. On va marquer une pause, cette fois-ci très longue. Hein. Elle sera d'une semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci Tom, et puis on vous souhaite de regarder plein de matchs de NBA, puis regardez un petit peu les Kings. On le dit pas assez, on le dit rarement, je pense, on l'a rarement dit en 6 ans de podcast, mais c'est assez agréable en ce moment. Alors bonne semaine, salut. Merci à toi Ben, salut.